19. Or, ces conflits ne trouvent qu'une place congrue dans la liste de qualité de ces débats ou de ces délibérations mêlant experts, décideurs et parfois même citoyens tirés au sort. Quand vous faites la liste des bons critères à respecter pour une bonne convention citoyenne, on n'en est pas encore là, malheureusement. Donc nous verrons d'abord la forme d'un cosmopolitisme revendiquant, avec la prétention d'un discours éthique, un attachement des experts à leur discipline. Alors ceux qui connaissent un peu leurs collègues de certaines disciplines voient à peu près de quoi on parle quand on parle d'attachement. En effet, telle est la position de la philosophe des sciences Isabelle Stengers. Puis nous considérerons la tentative de l'atypique sociologue des sciences Bruno Latour pour découvrir les fonctions à convoquer pour une nouvelle forme de parlement qui travaillerait autant sur les faits que sur les valeurs pour constituer un monde commun, fait d'humain et non humain. Son essai impliquant les dimensions descriptives et normatives du savoir donne à penser pour ces assemblées citoyennes, mais elle comporte des limites et exige des dépassements, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage largement. Alors, les scientifiques entre attachement et indépendance. Les travaux d'Isabelle Stengers portent précisément sur les difficultés de la coexistence entre disciplines, sachant que les scientifiques sont attachés à leur pratique. Je me rappelle, à Cerisy, tout le monde parlait d'attachement. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Elle défend même comme nécessaires ces attachements et plaide pour la reconnaissance des mises en danger que constitue une remise en question de ces liens. De façon provocatrice, elle plaide dans le titre de l'un de ses ouvrages, c'est le septième, hein, elle fait à peu près toute la philosophie des sciences, pour en finir avec la tolérance. Pour y répondre, je vais exploiter donc ce dernier tome, les cosmopolitiques. Vous voyez, c'est pas épais quand même, hein, il y a 7 tomes, mais voilà. Je confronterai alors cette question à celle d'autres positions éthiques, surtout, faute de place, celles qui sont contre. Parce que bien sûr, il y a aussi des positions métaéthiques qui vont dans le sens de Stengers. Euh, pour en finir avec la tolérance, nous autorise à poser des questions éthiques avec les formules comme la recherche, ça c'est elle qui parle, des mots qui sont relatifs à nos pratiques pour dire des obligations qui nous guident là où les anges craignent de s'aventurer. Je ne sais pas pourquoi pas les anges, mais bon. Il intrigue puisque la tolérance est une malédiction. La préoccupation cosmopolitique n'est pas nouvelle. Les disciples de Leibniz, Wolff, qui a fait de la cosmologie une science, la partagent déjà. Kant nous a légué parmi les contributions les plus célèbres sur le sujet. Stenger s'inspire du chaos deleuzien plutôt que du cosmos, déjà pris en charge par Leibniz. Elle retravaille le projet de Deleuze avec des emprunts à Whitehead, mais c'est du Whitehead stengerisé. Simondon, Devreux, mise à l'épreuve, aux prises, écrit-elle, avec les travaux des deux alliés que sont Bruno Latour et l'ethnopsychologue Toby Nathan. À l'époque, on parlait beaucoup de Toby Nathan. Et bon, Latour, il a dû quand même se débrouiller pour travailler à la fois avec Toby Nathan et Descola. Descola détestait Toby Nathan. Donc, je me rappelle, à l'époque, il y avait deux séminaires avec des sessions, des fois au Lutetia, des fois à l'école des mines, sur la récalcitrance. Et donc, ça, c'était Latour et Stengers qui proposaient la chose. Selon elle, la malédiction de la tolérance joue comme opérateur de cette mise à l'épreuve. Elle devrait permettre une ascèse du rapport à la connaissance. Elle ajoute, et ce point sera à reprendre, qu'aucun tri n'est possible avant l'épreuve. C'est un reproche d'ailleurs qu'elle adresse à Nous n'avons jamais été modernes de la Tour. J'ai extrait à partir, et c'est ce que vous avez à l'écran, à partir de sa mise en texte parfois très littéraire. Et d'ailleurs, c'est une difficulté pour elle, comme pour la Tour. C'est des écritures très contraignantes. Et je me rappelle d'une postdoc qui me dit un jour, ah, au bout d'un moment, avec la Tour, on est obligé de faire du Latour. Les critères suivants donc, que j'ai pu extraire, devant encadrer cette rencontre. Stenger est ici redevable d'une interprétation du concept de déterritorialisation de Guattari, repris par Deleuze, et Pierre de Touche, de sa cosmopolitique. Elle le dit, il s'agit ici de la mise en garde leibnizienne qui rappelle l'art du problème et la nécessité de faire reculer les solutions qui se précipitent. C'est intéressant hein, pour nos personnes là, qui s'intéressent aujourd'hui à l'IA, c'est tout le contraire.
Mais je retiens ce qui est défendu sous les pôles de distinction binaire suivante. Là, vous l'avez à l'écran. La distinction entre composantes nomades et sédentaires, avec la reconnaissance du sédentaire, du non négociable dans la pratique de l'autre, qui fait que l'on est mis en détresse et effrayé. La distinction entre experts et diplomates, avec la préférence en faveur de la représentation des diplomates, dépendants et engagés plutôt que des experts, et le souci de rendre présent et de mise à l'épreuve des espoirs, des doutes et des rêves des autres. Pour construire un tri sans invocation à une quelconque instance transcendante d'arbitrage, face à laquelle tous auraient à s'incliner, Isabelle Stengers invite à vivre cette différence non sur le mode d'un droit dont la légitimité a titre à être reconnue par tout un chacun, mais sur celui d'une création dont la destruction possible ne peut se dire que sur le mode de la détresse ou de la frayeur. À l'inverse, face à nous, nous avons le destructeur et ou tolérant qui se croit purement nomade et qui n'est pas susceptible d'être mis en détresse ou effrayé. Ce dernier déléguera des experts qui seront partout chez eux, détachés de tous les liens illusoires, analysant toute territorialisée, toute territorialité. La prise en compte de la sédentarité exigera donc, selon elle, des diplomates pour ces groupes qui savent le risque dépendant de valeurs et d'engagements singuliers qui ne sont pas garantis par un droit que seuls les obstacles circonstanciels viendraient limiter. Quelques remarques à propos de ces injonctions. 1. Dans les assemblées citoyennes, nous avons ce qu'elle appelle une mise en coexistence, certes ponctuelle. L'analyse détaillée montre que les experts sont mis à l'épreuve, comme c'est rarement le cas. Cette dimension, plus simplement pluridisciplinaire, est même attisée par les questions de citoyens, parfois décalées, inattendues, désopilantes, récalcitrantes, inscrites dans d'autres cadres de pertinence et issues d'autres Lebenswelten montent vécu, pour user d'un terme issu de la phénoménologie. 2. Les ambitions de son à Stengers Parlement cosmopolitique sont limitées quant à sa possibilité et sa viabilité. Elle écrit: ce Parlement cosmopolitique existe aujourd'hui parfois de manière précaire et quasi improvisée, sans mémoire et sans conséquence à portée longue, un peu comme une microbule se forme au-dessous de la température d'ébullition d'un liquide, image plutôt que programme. Précaire et évanescent, sans ou bien, son Parlement reste à une formalisation des problèmes parfois sans différence stable. Il ne fonde aucune procédure quant à la décision. D'ailleurs, ça pourrait être une question que j'aurais voulu poser avant à Pierluigi sur cette question d'instabilité dont tu parles. Il existe donc beaucoup, mais permet peu de points de vue, peu du point de vue de la faisabilité de l'expérience, tant du point de vue du design institutionnel que de celui de la conduite des échanges. Au contraire, dans mes travaux, et d'ailleurs ceux des collègues qui travaillent sur la démocratie délibérative, et même chez les praticiens de ces assemblées citoyennes, il faut pouvoir mettre au point des procédures décrites, reconnues, justifiées, respectées, pour pouvoir mener des évaluations secondaires et comparatives, quitte, si on veut être pragmatiste, acquitter des leçons de ces expérimentations démocratiques. Et 3, faut-il faire de l'attachement dans le domaine éthique un critère absolu? Mettons au contact la philosophie spéculative d'Isabelle Stengers, revendiquée comme telle, avec un réactif, c'est son terme, issu des débats en philosophie morale, avec ses différents niveaux normatifs et métaéthiques. Elle nous y autorise en effet car elle invite à une forme d'expérimentation éthique à travers l'exploration de nos savoirs. Nous verrons alors si l'attachement ne tient qu'à un fil. Comme je l'ai montré en première partie de la délibération des meilleurs des mondes, il existe en philosophie morale des critiques antithéoriques. Certaines d'entre elles pourraient rejoindre le critère stengérien d'attachement. Je n'ai pas le temps de les présenter, je vous renvoie à ce chapitre, mais il y a des gens comme John McDowell, comme John Rawls, qu'on pourrait rapprocher du projet, et de façon beaucoup plus argumentée de Stengers. Pourtant, nous avons des objections lourdes, comme celle du philosophe moral Thomas Nagel, dans un ouvrage à titre suggestif et provocateur, défiant
les affirmations précédentes, point de vue de nulle part. Et d'ailleurs, en passant, Patrick Dupuy, pour ne pas en finir avec la nature, question d'un philosophe à l'anthropologue Philippe Descola, page 149, se réfère précisément à Hegel contre Descola, avec son point de vue de nulle part. Selon Hegel, les propriétés morales et éthiques importantes, comme la perception critique des convictions existantes, la capacité à justifier nos actions, ou encore l'universalité, ne peuvent être appréhendées que si nous abandonnons nos perspectives particularistes pour adopter un point de vue impersonnel et désengagé. Je pense donc que l'abandon, ou mieux, la négociation rationnelle d'une perspective particulariste est également en jeu lorsqu'il s'agit de délibérer avec soi-même et avec d'autres personnes, voire entre disciplines. Certes, chacun pourra passer par des engagements et des options, n'occuper qu'un territoire. Je rappelle également que chez Guattari et Deleuze, avec leur concept dynamique de déterritorialisation, repris par Stengers, ils envisagent la reterritorialisation. Mis à part l'absence de ce moment chez elle, et donc du processus guattaro-deleuzien dans son ensemble, le critère de l'attachement devrait-il s'imposer? Considérons par exemple l'imagination affective, une version de connaissance morale non conceptuelle. Celle-ci est largement développée par la philosophe Martha Nussbaum dans son long ouvrage Cultivating Humanity. Elle se préoccupe là de soucis éducationnels. Elle entend développer la faculté dont nous disposons pour nous mettre à la place des autres, voire d'éprouver ce qu'ils ressentent. Nous parvenons, selon elle, à nous représenter plusieurs points de vue différents. Nous aurions donc besoin de cultiver cette capacité d'imagination permettant la sympathie parce qu'elle est l'une des garanties contre l'ethnocentrisme, le moyen de ne pas faire des autres des étrangers radicaux, mais surtout parce qu'elle est l'une des conditions nécessaires au développement du sens civique. Ces qualités offrent une garantie pour le bon déroulement des expériences d'assemblée citoyenne et une condition pour accueillir avec respect les arguments des autres dans le cadre de la théorie de la démocratie délibérative que j'ai déjà présentée. Mais le secours donc des cosmopolitiques stengeriens est encore impuissante pour faire entrer les sciences en démocratie. Alors, politique de la nature, ah ben là, j'ai plus la main. Hein. Politique de la nature, donc avec Isabelle Stengers, Bruno Latour partage cette audace qui essaie d'assembler science et politique, d'ailleurs de composer. Hein. Il y a des choses qui pourraient se rapprocher de ce qu'on a entendu dans l'exposé précédent. Nous avons ici d'abord affaire à une question politique plutôt qu'à une question éthique. Et pourtant, nous verrons que l'une des questions principales de l'essai de Latour est celle de l'articulation entre fait et valeur, dont je rappelle que certains philosophes prétendent que c'est la principale question de la philosophie morale. Latour va même plus loin en remettant en cause la séparation entre faits et valeurs. Avec le problème de la distinction des faits et des valeurs et en abordant la question du meilleur des mondes possible, il rejoint deux préoccupations que j'ai privilégiées tout au long de mon ouvrage. C'est la raison pour laquelle que je le discute et que j'ai discuté sa contribution avec celle de Latour. Merci beaucoup. Il a tenté de proposer une écologie politique qui prenne en compte certaines requêtes précédemment rencontrées dans les cosmopolitiques stengeriens. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une sorte de dédicace dans les remerciements. Les gens qui font de l'éthique ou de l'intégrité académique ou scientifique apprécieront. Comme le célèbre mot de Sully, euh, quelque peu détourné, pillage et bricolage sont les deux mamelles de la science. J'ai pillé sans vergogne les cosmopolitiques d'Isabelle Stengers, dédicataire de cet ouvrage, ainsi que les recherches d'eux, et puis ensuite il y a plusieurs collègues. Donc, les cosmopolitiques sont à l'arrière-plan, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'un après l'autre. Donc, je me propose d'exploiter plus rapidement ici que dans ce chapitre 5 de la délibération Le meilleur des mondes, cette tentative avant d'en indiquer certaines limites par de petites remarques au fil de la présentation et par quelques remarques générales conclusives. Tout d'abord, son livre aborde trois termes ou expressions au moins qui m'intéressent: bien commun, monde commun, cosmos, et à titre secondaire, pluriversum et moraliste.
Vu les redéfinitions personnelles qu'il opère avec ces notions parfois très anciennes et aux charges interprétatives lourdes et diverses, il est très utile, mais aussi très problématique, dans un premier temps, de se référer à son glossaire. Vous avez un glossaire et vous avez même un résumé pour personne, pour lecteur pressé. Il avait quand même l'art d'écrire ce Bruno Latour. Cela nous permet de savoir quel est le rôle dans la pièce latourienne. Dans un deuxième temps, nous verrons plus précisément quelle issue il trouve avec le plus difficile chapitre de ce livre, qui concerne la description des formes que doivent prendre les débats pour trier ces propositions, que rien ne vient unifier par avance, et surtout pas la nature. Cet extrait indique une évolution chez lui par rapport à Nous n'avons jamais été modernes, qui le met à l'abri de la critique de Stengers, que j'ai évoquée avant, sur ce triage préalable évoqué plus haut. Nous retrouvons le même souci leibnizien d'un débat dont les enjeux ne sont pas prédéfinis. Ces propositions sont redéfinies ici dans un sens métaphysique pour désigner non pas un être du monde ou une forme linguistique, mais une association, ça, histoire de composition, une association d'humains et de non-humains avant qu'elle ne devienne un membre à part entière du collectif. Quand je mets des signes comme ça veut dire que vous les trouvez dans le glossaire. Une essence instituée. Au lieu d'être vraie ou fausse, elle est bien ou mal articulée. Contrairement aux énoncés, les propositions insistent sur la dynamique du collectif à la recherche de la bonne articulation du bon cosmos. Le chapitre qui nous intéresse porte principalement sur quelques inconvénients des notions de fait et de valeur, et là aussi, vous retrouvez quelque chose dans le glossaire. Voilà, ça c'est à l'écran. Le glossaire nous apprend que la question du bien commun, du common good ou de la good life, se limite d'habitude à la question morale, en laissant de côté la question du monde commun qui définit les états de fait. Le bien et le vrai restent donc séparés. On fusionne ici les deux expressions pour parler d'un bon monde commun ou cosmos. L'expression monde commun désigne le résultat provisoire de l'unification progressive des réalités extérieures pour lesquelles on réserve l'expression de plurivers. Le monde au singulier n'est justement pas ce qui est donné, mais ce qu'il faut obtenir dans les formes. Le terme de cosmos, remplacé parfois par cosmopolitique, reprend le sens grec d'arrangement, d'harmonie, en même temps que celui plus traditionnel de monde. C'est donc un synonyme de bon monde commun. Ce qu'Isabelle Stenger s'appelle cosmopolitique, non pas au sens multinational, mais au sens métaphysique de politique du cosmos. La tour désigne alors son antonyme, le kakosmos, bien que Platon, dans le Gorgias, préfère akosmos. Ces trois notions ainsi redéfinies sont liées ainsi alors que la question morale du bien commun se trouvait séparée de celle physique et épistémologique du monde commun. Nous prétendons au contraire qu'il faut les conjoindre pour reposer à nouveau frais celle du bon monde commun, le meilleur des mondes possibles du cosmos. Rapproché du monde, univers, le terme plurivers a le même défaut que celui de nature, l'unification se faisant sans les formes appropriées, sans due process. Il désigne les propositions candidates à l'existence commune avant le processus d'unification dans le monde commun. Latour exhorte à passer de ce qu'il nomme l'ancienne métaphysique spéculative, où nous avons à décider nous-mêmes de l'ameublement du monde, à une métaphysique expérimentale qui consiste à se remettre en marche pour décider collectivement de son habitat, de son oikos, de son être. Alors, dans la première version que j'ai lue, être, c'était A, I circonflexe, T, R, E, S. Je ne sais pas s'il y avait encore un effort, mais je pense plutôt que c'est une fausse de frappe pour nous emmener plus loin. Les anciens métiers, et là on arrive sur la question des sciences, les anciens métiers mobilisés par ce qu'il appelle l'ancienne constitution et chargés de cantons artificiellement découpés dans la réalité, développent les mêmes compétences et participent à toutes les fonctions. Il remet donc en question la distribution suivante. La science s'occupe de la nature, la politique du social, la morale du fondement, l'économie des infrastructures et l'administration de l'État. Enfin, à peu de choses près, à Sciences Po et dans les universités, c'est comme ça que ça marche encore. Voyons quelle est la fonction des moralistes
Ouais, philosophie morale, c'est ce qui m'intéressait. Et puis, comme c'était fait valeur, c'est quand même chez eux qu'on devrait trouver les solutions importantes pour notre enquête. Il constitue l'un des corps de métier appelés à participer aux fonctions du collectif définies par la nouvelle Constitution. Ce corps de métier ne se définit ni par l'appel aux valeurs, ni par un respect des procédures, mais par une attention aux défauts de composition du collectif, à tout ce qu'il a externalisé en refusant à toute proposition la fonction de moyen, en lui offrant de la conserver comme fin. On aura reconnu ici l'adage kantien dans le domaine moral et éthique. Le pluralisme moral indique l'arbitraire de ce choix. C'est moi qui parle. Le kantisme ou le déontologisme ne couvre pas tout le domaine des théories éthiques. Il en est de même pour le jugement moyen-fin, avec en plus la diversité des choix possibles dans sa composition. Enfin, la posture éthique latourienne relève davantage de la métaéthique. On ne le mettrait pas dans les théories morales. Alors comment Bruno Latour présente-t-il les inconvénients des notions de fait et de valeur et la tentation de leur disjonction modeste, écrit-il, mais participant à un long sommeil dogmatique? Nous verrons ensuite quel déplacement il propose. Premièrement, la notion de fait, sans autre précaution, couvre d'une obscurité profonde l'immense diversité de l'activité savante et fige les stades de production des faits comme s'ils avaient déjà atteint leur état définitif. C'est la tour de la sociologie des sciences et de grosse partie de la sociologie des sciences en général. Sans aller aussi loin que lui, les diverses incertitudes mentionnées au chapitre 4 de DMM offrent un cadre à divers types d'hypothèses permettant d'expliquer les données avec les divers degrés d'incertitude, de fiabilité, de confiance, en contexte de prévention et même de précaution. On fait ça tous les jours quand on fait de la science. La notion de valeur, quant à elle, de l'autre côté de la frontière, là je parle, je cite, a l'insigne faiblesse de dépendre entièrement de la notion préalable des faits pour le tracé de son territoire. Les valeurs arrivent toujours trop tard et se trouvent mises, si l'on peut dire, devant le fait accompli. Ceci dit, dans beaucoup de projets européens, ça commence un peu à changer. Quand on va chercher des sciences sociales, c'est vraiment quand on a vraiment mis au point toutes les technologies, puis qu'il faut qu'on se débrouille pour voir que ce soit à peu près acceptable dans la société. La tour déplore alors que la balance n'est pas toujours égale entre celui qui peut définir la réalité inéluctable et indiscutable de ce qui simplement est le monde commun, et celui qui doit maintenir contre vents et marées la nécessité indiscutable et inéluctable de ce qui doit être le bien commun. Bon, je le dis plus simplement, hein, le be, l'être et le devoir-être. C'est aussi vieux que Schleiermacher. Il sort alors du seul recours de ce qu'on appelle valeur, pour ajouter, et c'est ce que vous avez à l'écran, que reste-t-il aux moralistes? L'appel à des valeurs universelles et générales, la recherche d'un fondement de principes éthiques, le respect des procédures moyens, certes estimables, mais sans prise directe sur le détail des faits qui restent obstinément soumis à ceux qui ne parlent que des faits, only facts. Les préoccupations éthiques se trouvent mieux placées que ce que la tour craint, me semble-t-il, comme la première partie de mon livre le défend. La tour invite, et si vous lisez du Putnam, du pragmatisme, vous avez cela aussi, on ne peut pas produire moins de résultats scientifiques sans valeur épistémique. La tour invite alors non pas à abandonner facilement les différences capitales qui s'expriment dans la distinction entre faits et valeurs, mais à les abriter dans une autre opposition de concepts. Il résume alors dans un tableau le cahier des charges que doit assumer la distinction fait-valeur. Ce sera la prochaine. Pour ce qui concerne les valeurs, il indique, et voilà, vous l'avez maintenant, la notion qui remplacera, je crois que c'est juste avant, il me semble que je l'ai mis avant. Ah non, c'est ça, non, ça va. Voilà, voilà, c'est bon. La notion qui remplacera celle de valeur doit permettre le triage des propositions en rapprochant du détail des faits au lieu de détourner l'attention vers les fondements ou les formes. La notion qui remplacera celle de valeur doit garantir contre la tricherie qui fait passer les valeurs sous les couleurs d'un fait ou les faits sous les couleurs d'une valeur. La notion qui remplacera la distinction fait-valeur doit protéger l'autonomie des sciences et la pureté de la morale. Et la notion qui remplacera la distinction fait-valeur doit pouvoir assurer un contrôle qualité, au moins aussi bon et si possible meilleur,
que celui qu'on abandonne tant sur la production des faits que sur celle des valeurs. Latour souhaite donc, avec sa métaphysique expérimentale, suivre en détail les degrés intermédiaires entre l'être et le devoir-être. Il affirme à bon droit, à mon avis, qu'il est impossible de commencer à poser la question morale après que les états du monde ont été définis. Le slogan représenté au lieu de court-circuiter résume bien le but de son écologie politique. Il y en a d'autres qui ont parlé de freinage aussi, certains Simondon. Quelques remarques générales. Premièrement, pourquoi se contenter de dire que les valeurs arrivent trop tard? Des positions réalistes comme celles de Max Scheler, de McDowell, de David Wiggins existent et ont pu réfuter cette présentation des choses. Certains néopragmatistes, j'en ai parlé avant, comme Putnam dans la ligne de Dewey et même de Kuhn, d'une certaine manière, ils vont même plus loin que leur remise en cause latourienne qui voudrait que les valeurs soient coextensives à tout le processus. Pour eux, les valeurs sont premières. Certes, ils prennent ensemble et confondent, d'une certaine manière, valeur morale et valeur épistémique. Et donc, j'ai distingué ces types de valeurs et essayé d'imaginer une codépendance entre les deux. Ça, c'est dans mon chapitre 6. Deuxièmement, le système nature, on en parle, c'est l'objet aujourd'hui, nature, fait et valeur reste très imprécis. On ne sait pas si la nature relève de l'ontologie ou de l'épistémologie. La relation entre nature et valeur n'est pas explicitée. Or, de nombreuses contributions philosophiques ont abordé de diverses manières cette question. Par exemple, la possibilité des valeurs intrinsèques de la nature, très débattue, en éthique de l'environnement. Troisièmement, certaines clarifications devraient pouvoir être apportées pour que l'on puisse rendre ce modèle praticable pour une évaluation individuelle ou collective, qu'empât-elle simplement sur le versant éthique, pour commencer, en tenant compte de la qualité et de la robustesse relative d'un fait. Nous avons vu dans les chapitres 1 et 2 que les philosophes moraux, que les philosophes politiques peuvent nous aider à baliser ce cadre d'élaboration des justifications de façon beaucoup plus pluraliste que la seule éthique kantienne confiée au métier des moralistes. Les valeurs n'épuisent pas tous les éléments que comporte le monde, le domaine de l'éthique. Quatrièmement, la présentation latourienne de la production des faits tombe sous des controverses touchant l'épistémologie et diverses sociologies des sciences et des techniques. On ne saurait donner plus d'importance qu'elle ne le mérite aux dimensions relationnelles entre réseaux de chercheurs, au détriment des processus de validation mis en place par les communautés scientifiques. Et cinquièmement, il est étonnant qu'à propos de ce qu'il appelle le détail, les degrés intermédiaires entre l'être et le devoir-être, on ne retrouve pas les incertitudes dans un document philosophique de premier ordre, la communication comme 2000 de la Commission européenne sur le principe de précaution, qui sont le lot des pratiques scientifiques et les modalités dans l'architecture des arguments. Alors en conclusion, une république savante traitant des faits et des valeurs. Latour nous propose un premier tri en 4 corps de métier avec des cahiers des charges, les sciences, les politiques, les économistes, les moralistes. Il assure 6 tâches chacun, données comme des exigences, perplexité, exigence de réalité extérieure, consultation, exigence de perplexité, hiérarchie, exigence de publicité, institution, exigence de clôture, séparation des pouvoirs, scénarisation de la totalité, pouvoir de peut-être qu'il se met là en risque et essuiera une nouvelle critique de Stengers pour ce qui, certes, aux deux sens, par souci de symétrie. Ces métiers sont complémentaires, collaborant à toutes les fonctions du collectif sans confondre leur aptitude, comme des maçons, c'est l'image qu'il utilise, des plombiers, des charpentiers ou des peintres construisant le même édifice. Et j'ai eu l'occasion de lui poser la question, parce qu'il y a d'intéressant quand on a déjà le plan pour l'édifice, on sait qu'on construit le même, et puis qu'on a chacun ses compétences et qu'elles sont reconnues, ben on fait déjà plus de la politique. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait quand il y a du charlatanisme, ça se pratique assez régulièrement, disciplinaire, où des gens s'improvisent en philosophes moraux, par exemple. Le charlatanisme éthique est pas mal pratiqué par les médecins qui sont dans certains comités d'éthique, pas tous, il y en a qui sont remarquables. Et donc ces métiers sont complémentaires, collaborant à toutes ces fonctions, bien que dans l'argument général de son ouvrage, il lutte contre la violence pacificatrice de la science avec un grand S, qui définit un seul monde commun sans en donner les moyens. Il laisse peu de place à des conflits possibles entre métiers. L'une des rares mentions qui en offrirait une prise dans son ouvrage est l'opposition entre 2 régimes de parole,
celui des sciences qui vont droitement et celui de la politique qui va courbe. La finalité des représentations trace des segments de droite lorsque les sphères tentent de composer, de rassembler, de délimiter. Moi, je préfère l'exergue du soulier de satin de Claudel. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, reprenant donc un dicton portugais. Alors, je vais terminer là. Je voulais simplement, parce que j'ai relu des choses, je me suis dit, mais nature, est-ce qu'il aurait dit des choses intéressantes? Alors, nature, quand il faut regarder dans le glossaire, ben, on tombe beaucoup plus sur les questions dont nous avons parlé avant. Nature, entendu ici, non pas comme des réalités multiples, plurivers, mais comme un processus injustifié d'unification de la vie publique et de répartition des capacités de parole et de représentation de façon à rendre impossible l'assemblée politique et la convocation du collectif en une république. On se bat ici contre trois formes de nature: la nature froide et dure des qualités premières, la nature chaude et verte de la nature politique, et enfin la nature rouge et sanglante de l'économie politique. Naturaliser ne veut pas simplement dire que l'on étend indûment le règne de la science à d'autres domaines, mais qu'on paralyse la politique. Et je suis tombé sur quelque chose d'assez injuste, et je vais terminer avec cette affaire-là. C'est qu'à un moment donné, en note 43 du chapitre 1, il fait une petite citation qui va faire plaisir à... Ah non, c'est pas dans celui-là. C'est d'abord à François. À un moment donné, il en veut à Hans Jonas. Alors, est-ce que je... Oui, je l'ai, c'est page 310. Et il écrit la chose suivante. Ce lien de l'écologie profonde et de la démocratie reste incertain, comme l'a bien vu, c'est pour toi François, Luc Ferry. Le nouvel ordre écologique, l'arbre, l'animal et l'homme. L'exemple de Jonas, que je voulais pointer, est particulièrement net, par exemple, quand il écrit. Pour autant, il s'agit des avantages de gouvernement de n'importe quelle tyrannie qui, dans notre contexte, doit simplement être une tyrannie bienveillante, bien informée et animée par la juste compréhension des choses. Si, comme nous le pensons, seule une élite peut éthiquement et intellectuellement assumer la responsabilité pour l'avenir. Fin de la citation sur Jonas. Et la tour termine décidément. Il est difficile de s'arracher aux pompes du pouvoir scientifique, surtout lorsque l'on peut conjoindre le magistère savant et la rectitude morale. Alors, je me suis dit, mais c'est vrai, plein de gens ont repris ce passage, et d'ailleurs la tour le prendre sur la tyrannie de la bienveillance chez Jonas. Or, le problème, c'est que d'abord, si la citation n'est pas de la page à la page 280, comme c'est écrit dans Politique de la nature, mais à la page 200. Et donc, j'ai passé à peu près une heure pour retrouver cette page 200. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jonas, dans ce passage-là, je vais le résumer, il est en train de nous dire, écoutez, les changements auxquels il faut consentir sont énormes. Et ça n'a pas pris une ride, c'est les problèmes qu'on a avec la transition écologique. Voyons deux systèmes politiques qui peuvent essayer éventuellement de prendre ça en charge. Il y a le socialisme, dictature, parle de dictature. Et c'est en présentant la position socialiste que Jonas parle de tyrannie bienveillante. Mais il n'est pas là pour dire il faut absolument faire comme les socialistes, parce qu'il écrit plus loin que, ce sera ma conclusion, il écrit plus loin en 203 que, voilà, il faut que je trouve la page, ce sera possible. Voilà, il écrit en 203 euh, bon, il a essayé de voir la dictature socialiste et il essaie de voir du côté de la démocratie si on est plus informé. C'est intéressant, il met la démocratie sous Nietzsche. C'est pas tout à fait fréquent, ce genre d'approche. Et il met finalement dans celle-ci, en revanche, donc plus dans le système démocrate, son pouvoir de gouverner de son côté, à supposer qu'elle atteigne seulement ce stade. On est d'autant plus faible alors que dans le cas du communisme, un complot au sommet en vue du bien, une fois qu'il s'y serait établi, aurait pour lui toute la puissance de l'absolutisme et en plus celle psychologique de l'idéal prétexté.
Nous avons franchi une zone de pénombre politique dans laquelle le non-initié n'aime pas évoluer et dans lequel il est préférable de laisser la parole à ceux qui font profession de sciences politiques. Voilà, je termine avec ça. Dernière chose avec Jonas, c'est qu'il a une vision très dynamique de la nature. Et donc, Latour, s'il avait vraiment lu principe, responsabilité, aurait été plutôt en connivence plutôt que d'en faire un censeur moraliste. On a 5 minutes pour des questions.